Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'événement, bien entendu, c'était la 8e journée de championnat qui s'est disputée hier soir, tout au moins jusqu'aux alentours de 23 h. Nous sommes au service des sports. Coup de fil, Pascal Praud, tout transpirant, tout euphorique, enfin, façon de parler. Enfin, on pense tout cela par rapport au timbre de sa voix. Il paraît bien excité. Et oui, il y a eu des déclarations fracassantes d'Éric Cantona. Et tout d'un coup, eh bien, l'événement devient les déclarations d'Éric Cantona, celles d'Henri Michel qui suivront. Tout cela, évidemment, au sujet de la liste des 16 d'Henri Michel qui a été donnée dans le courant de la semaine dernière en vue du match de mercredi prochain contre la Tchécoslovaquie. Donc la 8e journée, ça sera pour plus tard. Dans un premier temps, je vous propose dans ce téléfoot d'écouter Éric Cantona hier soir au stade de la Méno après la belle victoire de Marseille et la bonne performance d'ailleurs d'Éric Cantona qui a marqué un très joli but. Tout cela au micro de Pascal Praud. Éric, vous avez fait une super semaine avec 2 buts marqués contre le Matra et ce soir. Et malgré ça, vous êtes très déçu aujourd'hui. J'ai fait une grande semaine, pas qu'à partir du match du Matra. Après le match de Toulouse, où Gilly m'a sorti normalement parce que j'avais fait un début de championnat assez lamentable. Mais après m'être bien entraîné, j'ai commencé contre Nice à avoir quelques occasions et à peser beaucoup plus sur les défenses. Ensuite contre Saint-Etienne, ça a été de mieux en mieux. Puis contre le Matra, j'ai marqué un but. J'ai fait une bonne deuxième mi-temps et aujourd'hui, je voulais faire un grand match. Et malheureusement pour Henri Michel, les grands joueurs, quand ils veulent faire un grand match, ils le font. Et tout ça me permet aujourd'hui de faire les déclarations que je voulais faire. Parce que quand un peintre a une boule là, il faut qu'il transcrive ce qui est là, ce manque qu'il a. Moi aujourd'hui, j'ai une boule là, ça fait 3 jours, parce que j'avais besoin de faire des déclarations, ou alors de le rencontrer lui. Mais il n'a même pas eu le courage de m'appeler, ou de vouloir me rencontrer, bien qu'il habite pas loin de Marseille. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de dire ce que j'ai envie de dire, quoi. Je ne me suis jamais fait baiser pour jouer où que ce soit, avec qui que ce soit, et c'est pour aujourd'hui que je commencerai. Alors vous paraissez définitif. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'équipe de France et Éric Cantona, c'est définitivement terminé tant qu'Henri Michel sera le sélectionneur? C'est pas un exploit que je fais, quoi. J'ai 22 ans, j'ai des principes. On m'a appris quelques principes quand j'étais jeune. Je me suis donné quelques principes moi-même et je tiens à les respecter toute ma vie. Et c'est pour aujourd'hui que je vais changer. Vous attendez cette semaine qu'il vous appelle? Non, du tout. J'attends rien. Moi, je suis bien chez moi, je donne tout à mon club. Et j'ai prouvé ce soir que, bien que, à mes formes, comme il sait si bien le dire, je peux faire la différence, quoi. Le courant ne passait pas avant cette semaine où il y avait déjà un problème? Non. Vous savez, il y a des gens qui ont des amis, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, 20 ans qu'ils se rendent des services. Du jour au lendemain, il y en a un qui fait un faux pas. Lui, il a fait. Et c'est pour ça que je ne tiens plus à travailler avec lui, quoi. Et un jour, je serai si fort qu'il faudra que l'on choisisse entre lui et moi. Voilà. C'est pas de la prétention de ma part. C'est un besoin de le dire. Ça va peut-être choquer des gens. Sûrement. On va peut-être dire que je suis prétentieux ou ci ou là. Mais j'avais besoin de le dire, quoi. Même si on me trouve à mes formes, j'avais besoin de me vider. Et je me vide aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Un petit sourire, comme ça les gens seront contents. Un petit sourire, comme ça les gens seront contents. Un petit sourire, comme ça les gens seront contents. Visiblement, Éric Cantona est à bout. Et maintenant, tout de suite, les réactions d'Henri Michel au micro de Frédéric Jaillant. C'était en milieu de matinée à Orly-Ouest. Henri Michel revenait d'Aix en vue, évidemment, du stage de Clairefontaine. Écoutez maintenant Henri Michel au sujet de Cantona. Il me semble qu'il va pouvoir revenir sur cette position-là. Dire à l'instant même, dimanche matin, 11 h, Orly, Éric Cantona revient sur ce qu'il a dit hier soir, c'est prématuré ou c'est une information juste?
Bon, je pense que c'est une information juste. Maintenant, je ne connais pas, tant que je n'ai pas vu Eric, je ne me suis pas expliqué avec lui, je ne sais pas les réactions qu'il peut avoir. Mais je crois que dans l'intérêt de tout le monde, le sien, celui de l'équipe de France, le mien, il faut qu'il y ait une démarche l'un vers l'autre pour le bien de tout le monde. Alors précisément, Eric vous reproche la forme, pas seulement le fond, mais également la forme, disant que vous auriez pu peut-être l'appeler au téléphone, parler avec lui avant de donner votre sélection. Qu'en pensez-vous? C'est certainement, je me suis rangé un peu à cette chose-là en disant que je devais donner des explications, mais il est vrai aussi que si j'appelle Eric Cantona pour lui expliquer, je dois appeler un certain nombre d'autres joueurs pour leur expliquer aussi les raisons de mes choix. Donc c'est toute la difficulté de savoir est-ce qu'on doit appeler tout le monde pour justifier ses choix ou est-ce qu'on doit accepter la concurrence et le jeu de la sélection. Zverev blessé, est-il vrai que vous comptiez appeler Eric Cantona de toute façon pour qu'il vienne renforcer votre groupe? Bien sûr, je comptais faire appel à Eric et la raison pour laquelle il allait avec les espoirs, c'était, je pensais à Marbourier, que c'était un moyen de lui permettre de se remettre en confiance, même si ce n'est pas l'équipe A, ça me paraissait important aussi. Mais c'était pas une maladresse un petit peu, psychologiquement? Je ne sais pas, je pose la question. Bien, ça peut être considéré une maladresse ou ça peut être adroit. D'autre part, le prendre, vous l'avez dit, avec son transfert intersaison. Est-ce qu'on attend d'Eric à l'heure actuelle et le faire jouer avec nous, c'était peut-être lui mettre une pression supplémentaire. Vous avez vu dans le début de ce reportage sur Henri Michel qu'il était à plusieurs reprises au téléphone. Eh bien, il s'entretenait très précisément, très justement, avec Eric Cantona. Il devrait l'avoir de nouveau aux alentours de midi, c'est-à-dire il y a 2-3 minutes ou peut-être actuellement. Et nous serons en liaison sans doute avec Henri Michel à Clairefontaine vers la fin de cette émission. On retrouve maintenant le terrain, le rectangle vert avec la 7e journée. Vous savez qu'il y a eu 2 journées cette semaine. Donc tout ce qui s'est passé mercredi avec Frédéric Jaillant. Au rayon des surprises, la victoire de Toulouse à Nantes. Ce sont les Nantais qui ouvrent le score en début de deuxième période. But de Vercotteren, ponctuant une action de Deschamps, 1-0 pour Nantes. 2 minutes plus tard, corner de Rocheteau, tête de Pavon, un partout entre les deux équipes. Les Nantais ont plusieurs fois ensuite l'occasion de gagner le match, comme sur ce pointu de Tierno Youm qui passe au ras du poteau. Ou encore un peu plus tard sur cette longue remise en jeu, une reprise de Joël Henry qui passe au-dessus. Robin Huck, le successeur de Bergerot dans les buts toulousains, est sanctionné pour avoir tardé à dégager. Monsieur Harel siffle donc un coup franc. Et il s'ensuit la pagaille habituelle dans ce genre de situation. Le mur renvoie le tir nantais et finalement, sur un contre, ce sont les Toulousains à 10 minutes de la fin qui font la différence. Rocheteau pour le nouvel international, Jackie Paillard. Toulouse gagne finalement à Nantes 2-1. Surprise également avec la défaite des champions de France sur leur terrain face à Auxerre. Monaco ouvre le score après un quart d'heure de jeu, but de Touré. Mais l'ancien avant-centre de Quimper, Didier Montzuc, va dès lors réussir son meilleur match sous le maillot auxerrois. Il adresse d'abord 2 bons tirs, dont celui-là. La 3e occasion étant la bonne, après un remarquable travail de Mlinaric en milieu de terrain. Une ouverture parfaitement dosée, but de Montzuc, qui marque là 5 minutes avant la mi-temps et qui récidive 5 minutes après. Cette fois, la passe était de Belly et Auxerre mène donc à Monaco 2-1. Monaco qui aurait pu égaliser, mais les meilleures actions resteront auxerroises, comme sur une échappée de Coquard enrayée par Ettori. Enfin, surprise également avec la victoire de Caen, mais là, nous y reviendrons. Match des Dauphins entre ces gros poissons que sont le Paris Saint-Germain et Sochaux. Après Xuereb, Suzik aurait pu ouvrir le score. Bref, les Sochaliens sont débordés et ils emploient des moyens qui ne leur sont pas habituels. Cependant, après 23 minutes de jeu, ils s'inclinent sur ce coup franc de Calderon, but cafouillage, qu'il est difficile d'attribuer à quelqu'un en particulier. 1-0 donc et changement de décor en deuxième période. Tir de Loret ou encore... Après celui-là, de Fabrice Henry pour Sochaux. Un match nul aurait été logique. Les Sochaliens l'auraient sans doute obtenu si, ici même,
ils avaient obtenu le pénalty qui s'imposait. 3 autres matchs mercredi se sont terminés sur le score de 1-0 face à Strasbourg. Pouliken marque pour Laval le but d'une victoire difficile. Tête de Reichert sur le poteau ou toujours pour Strasbourg. But refusé car Sattler marque effectivement de la main. Et enfin, il faut une bien belle parade de Rousseau pour que Laval donc conserve son avantage. Même sanction pour Lille, elle est infligée à Cannes par Zlatko Vujovic. Le but est marqué après 1 heure de jeu, une bien mauvaise série pour Lille. Alors que contre Nice, Metz reprenait des couleurs. 35 minutes de jeu, ballon pour Jean-Louis Zanon, un centre repris par Carmelo Michich, 1-0 pour Metz. Il faut dire que Nice et Guérit n'ont pas eu de chance, du moins sur ce coup franc. Une seule rencontre sans but et comme par hasard, ce fut, à lire les comptes rendus, la plus ennuyeuse de la soirée. Lens contre Montpellier, match nul. Un carton signé Bordeaux, victime Saint-Étienne. Talonnade de Stopira pour Zoran Vujovic, puis un but marqué par Gengeni, le premier de la rencontre. 1-0 pour Bordeaux après 17 minutes de jeu. Le deuxième but est marqué 3 minutes plus tard, encore Stopira qui sert de relayeur pour Ferreri, 2-0 pour les Bordelais alors que Saint-Étienne, par Garande, manque un pénalty et que Saint-Étienne marque même contre son camp juste avant la mi-temps par Primard. 3-0 donc à la mi-temps, puis 4-0 avec un but marqué par Allen. Et enfin 5-0, le 5e but étant marqué par De Wilder à 13 minutes de la fin. Bordeaux, après ce match, était la dernière équipe invaincue. Saint-Étienne était la dernière à n'avoir pas gagné. Cela a peut-être changé hier soir. Enfin, c'est à l'OM qu'est revenu le match des gros budgets. Marseille, comme ici Forster face à Francescoli. Marseille a connu des problèmes en première période, même si Dimeco aurait pu marquer sur ce coup franc. C'est donc en deuxième période que les Marseillais se libèrent totalement. Le déclic, ce but marqué par Eric Cantona dès la reprise, le premier but marqué par l'ancien Auxerrois sous ses nouvelles couleurs. Le deuxième but marseillais sera marqué en fin de match par Philippe Vercruis. Marseille a battu le Matra Racing 2-0, mais tout cela, c'était donc mercredi soir. Mais il manquait donc les buts de Caen-Toulon. Caen-Toulon, nous y sommes, cela se passe derrière moi. Donc la lanterne rouge contre le leader, le pot de fer contre le pot de terre, David contre Goliath. Un petit reportage sur cette équipe de Caen avec Pascal Pro et bien entendu les 3 buts de cette rencontre. Depuis que Pierre Mankowski est parti, ça va mal. Ouais, les oreilles nulles. Et puis leur entraîneur, il est pas à la hauteur pour ça. Ouais. Il est pas à la hauteur, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont nuls. Qu'est-ce que vous pensez de Robert Nozaret? Beaucoup bien d'ailleurs. Nous sommes ce soir aussi un peu décidés à essayer de lui faire plaisir. C'est un match très important. Si on le perd, nos chances de descente seront importantes. L'homme du match à Caen avec le numéro 9 dans le dos, Fabrice Divers, formé au club, actuellement stagiaire, 19 ans, et bousculé dans la surface de réparation. C'est la fin de la première mi-temps. Toulon et Caen font jeu égal. Monsieur Bouillet désigne le point de pénalty, la chance à ne pas manquer. Et Jean-François Demergue, l'homme d'expérience noyé dans cette équipe de novices, ne la manque pas. Caen mène 1-0, mais la mission paraît toujours aussi impossible. Seconde période, combien de temps Caen peut-il tenir? À peine 5 minutes. Zaoui déborde sur la droite et centre pour Germain. Personne pour marquer Germain. Toulon est revenu. Caen va essayer de repartir. 120 secondes de la fin, c'est sûr, le premier point est acquis. Les Normands sauvent les meubles, à moins qu'ils n'en fassent davantage. Premier tir de Le Bourgeois, détourné par Bell. Fabrice Divers reprend, Caen l'emporte logiquement.
Ici, plus qu'ailleurs, on sait ce que sortir ses tripes signifie et le public ne s'y trompe pas. Il connaît les difficultés et répond toujours présent. Mercredi soir, le stade a fait le plein comme face à Monaco ou face à Nantes. La victoire du cœur sans doute, mais aussi celle de Robert Nouzaret. Il fait l'unanimité auprès des joueurs. Tous nous l'ont affirmé, à l'instar de Jean-François Domergue. Nouzaret est un bon entraîneur. Et regardez cette image, elle ne trompe pas. Tous les joueurs, un par un, vont tomber dans ses bras. Et même Roland Courbis, alors que son équipe vient de perdre et le match et la place de leader, prend la défaite avec une élégance rare. Nouzaret n'est donc plus tout à fait seul, mais sa tâche reste la même, persuader ses joueurs qu'ils sont capables de réussir. C'est pas une mince affaire de faire comprendre à des joueurs qui viennent de perdre 6 matchs de rang qu'ils ont malgré tout les moyens de battre n'importe qui sur un match. Cuit pour cuit, il faut qu'une fois pour toutes on montre et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Il y a des moments, il faut savoir dire aux joueurs, bon ça suffit, il faut plus faire ci, il faut plus faire ça. Je suis arrivé dans des clubs où ça allait mal, mais de par mon travail, de par beaucoup de choses, j'ai obtenu plus de succès que de déboires. Des déboires qu'en Angleterre on appréhende différemment, d'où l'importance de la venue de deux Anglais, Sten et Rix d'Arsenal. Ici, les joueurs ne se sont pas vraiment parlé, c'est dommage. Chez moi, on se serait dit, allez, faut y aller, faut se battre, tous ensemble. Si Caen avait besoin d'un déclic, il est arrivé. Désormais, il n'y aura plus d'excuses. Passons maintenant à la 8e journée et ce déclic tombe très mal pour Auxerre qui recevait hier soir au stade de la Baie des Champs. Giroud, vous le voyez, il est inquiet avant la rencontre. On va le retrouver au micro de Frédéric Jaillant juste après et il est encore ronchon. Décidément, c'est pas facile. Et puis après, les images du match, bien sûr. Vous savez, avec le nouveau système des matchs à 3 points comme ça, je ne compte même plus. Bon, je m'aperçois bien que ça va pas trop mal. Mais je ne suis pas enthousiaste ni excité par c'est un épisode. Il y en a d'autres avant nous qui ont fait la une et de la télévision et des journaux.